Dossier exclusif. Côte d'Ivoire, Burkina. Chaque jour quand on se lève, il y a eu coup d'État, il y avait 5 milliards dans votre eau, mais depuis quand vous avez vu les hommes, on dit il y a 5 milliards et puis personne n'a voulu 5 milliards. C'est faux. Même 100 000 francs au Burkina. Il y a des Burkinabés qui ont dit eux-mêmes, ils sont prêts à faire coup d'État pour qu'on parle de, on dise leur nom à la radio nationale et puis après on n'a qu'à les tuer après ça. Donc là, Ibrahim Kaka n'est pas obligé. Ça fait maintenant le 30e coup d'État contre lui. Mais, chose bizarre, chaque fois que Ibrahim Kaka parle de coup d'État, c'est que il vient de faire une tentative de coup d'État contre la Côte d'Ivoire et ça a échoué. Comme par exemple dans la nuit du 9 au 10 novembre 2024, dès que leur tentative a échoué de faire infiltrer des djihadistes pour déclencher leurs actions, le lendemain, en même temps, on découvre 5 milliards dans un wotro. On dit on n'a pas trouvé quelqu'un pour faire coup d'État. On a attrapé c'est une seule personne on a attrapé. Depuis quand vous avez vu une seule personne se promener dans wotro avec l'argent, 5 milliards pour dire je vais faire coup d'État. Et donc, on a été tellement habitués au jeu. Mais, à un certain moment, il est important qu'on s'arrête pour dire aussi certaines vérités aux gens. Et donc, celui qui a fait ses recherches et ses analyses, il s'appelle Dr Jean-Baptiste Zongo. Il n'a fait que remettre les faits ensemble pour que les gens comprennent un peu la mentalité sale des autorités actuelles du Burkina. Il est impérieux de dénoncer les manœuvres troubles et inacceptables qui se trament aux frontières entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. De lever le voile sur les stratégies insidieuses orchestrées par les autorités burkinabées. Le monsieur nous dit que c'est très important qu'on puisse à un certain moment, après toutes les fanfaronnades d'Ibrahim Kaka, qu'on puisse dire la vérité aux gens. Qu'on puisse dire la vérité sur ce qui se passe entre la frontière de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Ce n'était pas par erreur que des militaires burkinabés sont rentrés en Côte d'Ivoire par l'Alé-Rabat en disant qu'ils étaient perdus. Ils n'étaient pas perdus. Parce que quelqu'un qui est perdu ne vient pas avec une équipe de la RTB, Radio-Télévision Burkinabé, pour filmer des zones stratégiques. C'était une stratégie pour venir filmer la zone, pour pouvoir trouver un point où percer la défense ivoirienne. Ils ont été arrêtés, souvenez-vous de cela. En réalité, l'objectif des autorités du Burkina aujourd'hui, du Mali et du Niger, c'est comment chercher à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et ils veulent le faire à travers le plus bête qui s'appelle Ibrahim Kaka. Depuis août 2024, l'arrestation de plusieurs fixeurs. Les fixeurs sont des agents clandestins de renseignement burkinabés en territoire ivoirien, est le fruit d'une traque implacable menée par les services de renseignement ivoiriens depuis janvier 2024. En janvier 2024, les autorités ivoiriennes sont informées à travers les services de renseignement. En janvier 2024, il y a eu quoi? Il y a eu la CAN. Il y a beaucoup des agents de renseignement du Burkina qui se sont infiltrés en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit merci aux EPV qui ont donné les informations aussi. Et donc, quand ils se sont infiltrés en Côte d'Ivoire, ils se faisaient appeler les fixeurs. Ça veut dire quoi? Les agents de renseignement du Burkina Faso qui sont en Côte d'Ivoire, mais qui sont rentrés clandestinement. Et donc, après la CAN, il y a beaucoup qui ont été arrêtés à Bouaké. Mais après la CAN, les autorités ivoiriennes n'ont pas cessé de les traquer. C'est dans leur traque qu'au mois de mars, ils vont encore essayer une tentative. Mais cette tentative, elle avait été préparée depuis le Mali. Et ils vont dire que non, eux voulaient venir payer cigarettes en Côte d'Ivoire. Ils avaient un détachement de plus de 30 véhicules surarmés. Et ils étaient venus pour massacrer la population. Et puis piller les biens des populations et puis rentrer. C'était dans une stratégie de harcèlement des positions militaires de la Côte d'Ivoire. Mais les autorités ivoiriennes vont les neutraliser dans leur jeu. Vont les battre dans leur jeu d'une manière qu'ils ne comprendront même pas. Et actuellement, on a des cadavres russes dans nos morgues. Ça, je le dis. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça, c'est moi qui ai dit ça. Et je maintiens ce que j'ai dit.
Donc, cette traque-là va toujours continuer encore. Mais on remarque une chose du côté des Ivoiriens, c'est qu'eux ne font pas beaucoup de bruit. Ils se taisent, ils travaillent petit à petit. Et tout dernièrement, en août, on a arrêté plusieurs personnes. On a arrêté plus de 56 personnes. Et là encore, on retrouve plusieurs fixeurs. Je vous ai dit, un fixeur, c'est un agent de renseignement du Burkina qui est rentré sur le territoire ivoirien et qui donne des informations aux autorités du Burkina comment déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et en août, quand je suis sorti, j'ai dit aux ferrailleurs, faites attention. On sait ce que vous êtes en train de faire à partir d'Abobo. Et on sait ce que vous êtes en train de faire à partir de Bouaké. N'essayez pas de rentrer dans ce jeu-là. Vous pensez qu'on s'amusait. On a attrapé 56 parmi vous. On a retrouvé des agents de renseignement du Burkina qui étaient illégalement sur le sol ivoirien. Et leur nom-code, ce sont les fixeurs. Quand ils ont été pris, cette prise a permis de mettre en lumière les préparatifs d'une gravité rare, impliquant des tentatives de déstabilisation qui ne peuvent être tolérées. Et donc, quand on a remis un peu de frites avec des cuisses de poulet et du café aux fixeurs, je pense maintenant qu'on se comprend, hein, vous et moi, quand on parle, on se comprend. Vous savez que quand l'éclaireur veut boire du café, c'est du café. Donc, quand on parle de cuisses de poulet, vous comprenez. Quand on parle de fixeurs, vous comprenez. Et donc, quand on a remis du café, des frites et des cuisses de poulet aux fixeurs qui ont été arrêtés, ils ont parlé. Et ils disent, ah, voilà réellement ce qu'on était rentré pour faire. Et ce qu'ils disent là, vrai là, ça fait froid dans le dos. Ce n'était pas simplement une tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, mais c'était même une tentative même de razzia et de pillage. C'est-à-dire non seulement on venait pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais si on venait aussi, on allait piller aussi les différentes zones là pour prendre tout ce qui est richesse. Genre, la Côte d'Ivoire va être un peu comme la RDC. Et on va profiter aussi pour tuer le maximum de personnes civiles. Comme ça, pour indigner l'opinion internationale. Et tout ça, c'était en complicité avec Sorogium et les opposants de la Côte d'Ivoire que vous voyez. Le serpent dont il parlait là, ce sont les agents infiltrés. Et quand il a dit, moi je ne vais pas mettre le serpent dans mon pantalon, ça veut dire, moi je ne vais pas me mettre dedans pour qu'on me découvre. Parce que quand je suis parti à Paris là, Ouattara a passé là-bas et il a montré tous les dossiers. Et donc les gens à Paris m'ont dit, si tu ne veux plus qu'on t'interdise de venir à Paris, toi qui tiens tant à la nationalité française, si tu ne veux pas, en tout cas je vais tout dire, hein, si tu ne veux pas aujourd'hui qu'on t'interdise le territoire français, il faut faire un choix. Tu continues avec cette pratique-là et tu assumes les conséquences, ou bien tu te mets à côté et c'est là que l'individu, une fois revenu de Paris, soit disant qu'il était parti participer au JO, est venu dire que lui ne veut plus être, il ne veut plus prendre le serpent pour mettre dans sa poche. Parce que ces fixeurs-là travaillent avec les opposants ivoiriens. Les informations disponibles décrivent un scénario troublant. En effet, le capitaine Ibrahim Kaka et ses alliés ont pris la décision irréversible de s'engager dans des actions perturbatrices ciblant les régions frontalières de la Côte d'Ivoire. Et donc, depuis après Cannes, la première tentative qu'ils ont essayé en mars, le 27 mars, ils ont fait des réunions, ils disent qu'il faut qu'ils multiplient les tentatives pour perturber le champ sécuritaire qui est au nord de la Côte d'Ivoire. De suite, on vient de vous lire un article où les Américains disent la zone, la ZON, la zone opérationnelle nord. Tout le monde sait. Et donc là, ils disent ce n'était qu'un essai. Quand ils ont pris leur décision, ils disent qu'ils vont essayer de percer cette zone-là. Et donc, ils ont fait la réunion dans les bureaux de l'Agence nationale de renseignement du Burkina Faso. C'est comme leur DST. C'est là-bas qu'ils ont fait la réunion. Et après, maintenant, ils ont lancé un premier convoi pour venir essayer. Mais ça s'est très mal passé pour eux. Et donc, si cette première action avait marché, presque chaque jour, vous allez entendre qu'il y avait des attaques dans la frontière nord. Vous allez entendre qu'il y avait des attaques dans la frontière nord. Et comme ça, là,
Ça va harceler les autorités politiques et militaires de la Côte d'Ivoire. Et entre-temps, les opposants vont profiter pour semer le chaos au sud. Et la Côte d'Ivoire s'en serait finie. La coordination de cette opération était supervisée au plus haut niveau par le directeur de l'Agence nationale de renseignement. Ce dernier a mobilisé les acteurs divers. Et donc, ce dernier qui s'appelle, je crois, Zabré, c'est à lui qu'ils ont confié la tâche. Et donc, lui, il a décidé des hommes et des opérations avec toute la stratégie. Et la réunion a été faite dans le bureau de l'agence de renseignement du Burkina Faso. Ces actions, aussi cyniques que calculées, visaient directement la sécurité, l'économie et la paix des populations locales. Mais c'était quoi l'objectif? L'objectif d'attaquer les frontières nord avec aujourd'hui toutes les ressources que les populations ont. Quand on attaque les populations, on pille les villages, on prend tous leurs biens. On massacre les populations. Et on crée la panique. Et puis après, on se retire. Les agressions envisagées vont des attaques armées dans les localités ivoiriennes proches de la frontière nord à des raids contre des forces de défense et de sécurité ivoiriennes dans le but avoué de déstabiliser ces zones. Ces manœuvres abjectes, appuyées par des actions de pillage et des tentatives d'exacerber les tensions communautaires, ne sont rien de moins qu'une déclaration de guerre insidieuse contre la Côte d'Ivoire et un front envers les populations qui aspirent à vivre en paix. Et ils ont dit, lorsqu'on va attaquer ces zones-là, dès qu'on attaque une zone, l'un des objectifs, on ramasse tout ce qui est bien dans ces zones pour les ramener au Burkina Faso. Et deuxième chose, il faut qu'on tue le maximum de personnes dans le nord. Quand c'est comme ça, c'est Soro Guillaume qui dit être enfant du nord. À cette réunion-là, Soro Guillaume était là-bas. Et donc, on va massacrer les populations du nord. Comme ça, il aura un message qu'on va dire, ah, quand Gbagbo était là, en tout cas, les enfants du nord se sont levés, qui n'avaient pas Kadante. Mais toi, Ouattara, tu es là aujourd'hui. Les enfants du nord même là, ils ont Kadante, mais ils meurent. Donc, qu'est-ce qui est mieux entre Kadante et puis la vie? Ils avaient préparé tout ça. Ah, Gbagbo au moins là, lui ne vous tuait pas, hein. Il n'y avait pas de guerre au nord. Mais aujourd'hui, il a regardé. Alors que c'est le même Soro Guillaume, à travers les officines de manipulation, qui étaient derrière ces manœuvres-là. Maintenant, comme il n'a pas d'argent à donner à ces Burkinabés-là, ils disent, vous vous payez sur le terrain. Quand vous finissez de massacrer les populations de ces zones-là, vous prenez tout ce que vous pouvez prendre. Et en même temps, on va accuser des communautés. Et donc, on va créer dans le même temps un conflit communautaire entre les populations pour encore aggraver la situation. Mais, pourquoi s'en prendre à la Côte d'Ivoire de cette manière? Quels sont les véritables objectifs de ces actions? Au-delà de toute rivalité politique ou stratégique, ce plan odieux menace de plonger la sous-région dans une crise aux conséquences incalculables. Et c'est justement, un homme intelligent doit se demander, mais pourquoi le Burkina, le Mali et le Niger veulent aujourd'hui que la Côte d'Ivoire soit déstabilisée? Qu'est-ce qu'ils vont obtenir si la sous-région est déstabilisée? La réponse, elle est simple. On a toujours eu à le dire. Eux, ils ont détruit leur pays. Aujourd'hui, ils sont piégés. Et donc, il faut que toute la sous-région, tout le monde soit la même chose. Il faut que nous tous on patine. Voilà l'objectif qui est dans leur cœur. Créer une déstabilisation sous-régionale aux conséquences incalculables. Pour que toute la sous-région n'a qu'à devenir un enfer pour tout le monde. Là, quand c'est comme ça, on devient même chose. Et si vous vous souvenez très bien, on a notre père Zana Bamba, qui est venu un jour, il a parlé. Et quand il parlait, je lui ai dit, il ne faut pas tout dire. Il dit, il y a eu une réunion à Sikasso. Est-ce qu'il y a des élèves de la classe qui se souviennent de cette parole-là? Parce que les gens oublient beaucoup. Mais s'il y a des gens qui s'en souviennent, et le père Zana Bamba lui-même, je le prends à témoin contre lui-même, ou même en sa faveur, est-ce qu'il se souvient du jour où il est venu nous parler de ce qui s'est tramé à Sikasso? Peut-être qu'il y a des gens qui s'en souviennent. Mais,
avant que ces attaques n'aient eu lieu, les attaques du 27 mars 2024 n'aient eu lieu, il y a eu une réunion à Sikasso. Sikasso, c'est au Mali. La rencontre a eu lieu entre les instigateurs de ce projet, montre la volonté de ces artisans de fédérer les efforts pour semer le chaos dans une démarche aussi machiavélique que dangereuse. Dieu merci, il y a quelques élèves qui s'en souviennent. Et donc, quand ils ont fait cette réunion, c'est à partir du Mali qu'ils ont lancé ces convois qui étaient multiformes. Il y avait des soldats de l'armée malienne, il y avait des soldats de l'armée burkinabé, il y avait des soldats russes dedans. Et on nous a même signalé que Soroguem est venu à 7 km de la frontière. Mais tout ça s'était fait pour essayer de créer le chaos, pour essayer de blesser injustement les populations de la Côte d'Ivoire, pour faire saigner une partie de notre pays. Les nouvelles révélations continuent de jeter une lumière crue sur les plans de déstabilisation orchestrés depuis le Burkina Faso. Alors que les autorités ivoiriennes intensifient leurs enquêtes, des nouvelles preuves confirment que la marche du 13 septembre 2024 n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus vaste. Mais quand ils ont échoué dans toutes ces manœuvres qu'on vient de vous dire, ils n'ont pas lâché prise. Le 10 octobre, pour être plus précis, il y a eu d'autres réunions. Et on nous a aussi informé de cela. Mais bien avant ça, en septembre, est-ce que vous n'avez pas entendu qu'il y aurait une marche contre la vie chère le 13 septembre 2024? Bien avant la réunion du 10 octobre, où Soroguem a encore participé, la réunion du 10 octobre, là, ça c'était l'attaque que vous avez vue qui a échoué dans la nuit du 9 au 10 novembre 2024. Là. Ça, c'était les préparatifs. Mais avant ça, la marche du 13 septembre des opposants, là, ce n'était pas une simple marche. C'était un plan bien orchestré pour essayer. Ce n'était qu'une petite pièce d'un programme plus grand qui avait été mis en place. Et les autorités ivoiriennes, quand on a intensifié les enquêtes, elles ont découvert les personnes qui étaient derrière. En réalité, la marche n'était qu'un très petit élément. La marche n'était qu'une goutte d'eau dans un grand schéma. Parce que des acteurs infiltrés dans les réseaux sociaux et des médias locaux burkinabés ont méthodiquement préparé le terrain en attisant les tensions. Utilisant des plateformes de propagande basées à Ouagadougou, ces réseaux diffusaient des messages incendiaires, appelant à la mobilisation tout en dissimulant les intentions bien plus sombres. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant que certains individus ont été payés et manipulés pour dire non, le 13 là, non, on sort simplement pour marcher, il y avait des chaînes de télévision, il y avait des chaînes de réseaux sociaux et des gens qui avaient été infiltrés qui donnaient un autre message pour dire que ça sera le jour de la fin du régime à Abidjan parce qu'ils avaient déjà préparé tout un système. Donc, tandis que ceux qui devraient être à Abidjan, eux, ils allaient cacher leurs intentions pour dire non, nous, on marche seulement pour parler de vie chère. Les services de renseignement ivoiriens avaient déjà identifié plusieurs individus clés qui avaient été préparés pour planifier des agressions. Et parmi les personnes qui avaient été identifiées, les services de renseignement ivoiriens ont identifié des membres influents des groupes radicaux opérant à la frontière burkinabé, connus pour leur expertise en guérilla urbaine et leur capacité à manipuler les foules. Il y avait déjà ces éléments-là qui étaient dans Abidjan, qui étaient prêts. Dès qu'il y avait marche là, eux, ils allaient sortir. Eux, ils s'étaient fait appeler les hommes de l'ombre. Eux, ils allaient sortir au moment où les gens sont en train de marcher là. Ce sont des gens qui sont des spécialistes de l'armée burkinabé en guérilla urbaine. Mais aussi, les Russes leur ont enseigné quelques techniques de manipuler les foules. Et donc, pendant que si la marche du 13 avait eu lieu là,
les idiots qu'ils ont pris pour dire eux, ils cherchent pour marcher pour la vie chère là. Vous allez entendre que dans tel quartier, il y a des véhicules qui sont en train de brûler. Il y a des bus qui sont en train de brûler. Ils ont tiré sur des gens ici. Et vous n'allez rien comprendre dedans. On va se dire, mais finalement, c'est qui fait ça? Ça va créer la panique. Et donc, tout cela était en action. Ces hommes de l'ombre, dont certains sont des agents clandestins du renseignement burkinabé, ont été chargés d'organiser des attaques surprises contre les forces de l'ordre ivoiriennes et de mener des opérations de sabotage à Abidjan et dans d'autres grandes villes du pays. Ce sont des agents de renseignement du Burkina Faso, ce sont des fixeurs, ce sont des individus qui ont été formés et préparés à cela. Dans la marche du 13 septembre, là, eux, ils devraient créer des attaques, tirer sur des populations dans le tas, à Abidjan là-bas. Chers parents, quand on parle souvent, on ne peut pas tout dire. Ça là, si on vous disait ça ce jour-là, tout le monde allait avoir peur. Mais maintenant, on peut parler de ça. Donc là, ils avaient toute la logistique. Parce que quand ils ont été pris là, quand ils ont été pris à la mi-août, c'est là qu'ils ont dévoilé tout ça. Ils disent qu'eux-mêmes, ils ont montré les armes, ils devaient prendre pour tirer sur les gens dans le tas. Ah, on te dit, ah, pourquoi ça tire sur les gens là-bas? À Bobo même, on dit, non, on ne sait pas d'où les balles quittent. On dit, à Cocody, les bus brûlent et ça tire partout. Panique partout. Voilà ce qu'ils avaient préparé. Et ce n'était pas seulement Abidjan. Tu allais entendre aussi Bouaké. En tout cas, ce que tu connais, c'est ce que tu dis. Ils étaient aussi postés à Bouaké aussi. Maintenant, ce que je ne connais pas là, je ne vais pas dire. Vous vous souvenez de la propagande disant que toutes les villes du nord ivoirienne allant jusqu'à la ville de Bouaké faisaient partie du Burkina Faso? Qui se souvient, un moment sur Internet, les Burkinabés se sont levés et disent que jusqu'à Bouaké, là, que toutes les parties là, que c'est pour le Burkina Faso. Qui se souvient qu'à un moment, le bruit sortait partout, que tout le nord jusqu'à Bouaké, là, ça appartient au Burkina Faso? Effectivement, quand la situation allait se mélanger, il y a des gens aussi qui allaient sortir à la frontière nord pour dire, nous sommes des simples citoyens burkinabés, nous allons récupérer nos territoires. Et comme ça, là, ils vont harceler le pays maintenant. Donc, ce n'était pas quelque chose qui était fait gratuitement. Le plan initial prévoyait de transformer la marche du 13 septembre 2024, présentée comme une manifestation contre la vie chère, en un chaos orchestré en infiltrant des éléments violents au sein de la foule. Et même ceux-mêmes qui allaient sortir pour marcher là, ce qu'ils ne savaient pas, et je l'avais dit ici, il y avait des gens, des agents de renseignement burkinabés qui avaient été infiltrés parmi eux. Malheureusement, ces personnes-là qui sont sorties, qui sont aujourd'hui en vie grâce au président Ouattara, il y a beaucoup parmi eux qui seraient morts. Parce qu'il y avait des agents de renseignement burkinabés qu'on appelait des fixeurs. Eux devraient abattre les personnes qui étaient dans la marche. Là, quand c'est comme ça, on va dire, regardez, pour une simple marche contre la vie chère, Ouattara et ses partisans ont tué les manifestants. Et une fois que ce chaos-là est orchestré, l'opposition aussi rentre maintenant dans le jeu. Et l'opposition maintenant dit à tous ces militants, descendez partout où vous êtes pour créer un soulèvement populaire. Parce qu'on ne peut pas accepter que pour une simple question de vie chère, on puisse tuer les gens, on puisse tirer sur les gens dans le tas. Partout dans la Côte d'Ivoire, c'est devenu le chaos. Voilà ce qu'ils voulaient atteindre le 13 septembre 2023. Selon des sources fiables, des groupes armés étaient prêts à déclencher des incendies, en ciblant notamment les bus de transport en public, afin de provoquer un maximum de panique et de désorganisation. L'idée était de créer une situation de crise que les services de sécurité ivoiriens ne pouvaient pas contenir, avec des retombées qui auraient mis mal l'image du régime en place. Et donc c'était très simple. Et ça, c'était en collaboration, surtout avec le PPACI. Mais le PDCI était dedans, ainsi que Soro Guillaume, qui a participé à tout cela. Maintenant, si vous dites que c'est faux ce qu'on est en train de dire là, on a des agents de renseignement du Burkina qu'on a attrapés, ils sont là. C'est parce que les autorités de la Côte d'Ivoire sont gentilles. Sinon là, si moi j'ai leur photo avec leur nom, je vais balancer. Je n'ai pas encore eu, mais le jour que moi je gagne ça là, je vais balancer. Un plan rapidement déjoué
par des arrestations effectuées. Mais Dieu merci, à partir de la mi-août, ce jour-là, vous avez remarqué que j'ai été très dur avec les idiots qui sont sortis, qu'ils vont sortir pour aller marcher, parce qu'ils ont utilisé certains pour dire non, comme ils ont cassé vos coins là, Anadol a sorti. Et je vous ai dit, si vous sortez là, on va vous abattre. Mais ce n'était pas vous. C'était ceux qui étaient derrière. C'est Dieu qu'on parlait. Parce que vous étiez, et je l'ai dit ce jour-là, vous allez rentrer dans un jeu que vous ne savez pas. Vous allez rentrer dans quelque chose que vous ne savez pas. Et vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance. Et donc, quand on va les arrêter à la mi-août, tout leur plan tombe à l'eau. Parce que ce sont les fixeurs qui nous ont donné tous les renseignements de ce que vous allez faire le 13 septembre 2024. Mais c'est le premier volet du plan que je viens de vous dire. Il y a encore le deuxième niveau. Si le plan du 13 septembre marchait et qu'ils arrivaient, même si l'État de la Côte d'Ivoire arrivait à maintenir la situation après, l'image des autorités aurait été salie. Et passait maintenant à la deuxième étape. Dans le second volet des plans subversifs, les écoutes téléphoniques réalisées par les services secrets ivoiriens ont dévoilé un plan d'une gravité alarmante qui était prévu dans le mois d'octobre et novembre 2024. L'article ne donne pas les dates, c'est moi je donne les dates. La réunion que les services de renseignement ivoiriens ont écoutée, ça date du 10 octobre 2024. Je dis bien, la réunion a eu lieu au Burkina Faso le 10 octobre 2024. Et de quoi est-ce que cette réunion-là parlait? Vous avez vu quand ils ont attrapé les trucs là, j'ai dit non, ne parlez pas. Quand l'affaire des Libanais a commencé, j'ai dit quoi? Laissez les gens parler. Parce que ceux qui parlaient là donnaient des renseignements. Ceux qui parlaient là, s'ils n'avaient pas parlé, on n'aurait pas eu certains renseignements. Mais les services secrets ivoiriens avaient déjà capté ce qu'ils ont dit à la réunion du 10 octobre 2024. Et donc, pour essayer de distraire la masse, ils ont commencé avec le problème des Libanais. Ils ont commencé à attiser la haine. Parce qu'ils avaient prévu un plan disséminé d'attaques djihadistes dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et ils ont commencé à faire rentrer les armes petit à petit. Et comment ces armes-là rentraient? Ils faisaient rentrer ces armes-là sur des motos avec des petits groupes de 2 à 3 personnes. Et ils ont fait rentrer les armes-là petit à petit. Et les autorités ivoiriennes étaient là, les pistaient, continuaient à les surveiller. Et c'est dans la nuit du 9 au 10 novembre 2024 que les autorités ivoiriennes vont se dire ça suffit maintenant. On a vu jusqu'où vous voulez aller. On va mettre fin à ça. Et ce que les gens vous ont montré là, en réalité, c'est pour ne pas paniquer les gens. Sinon, c'est plus que ça. Ce qu'ils vous ont montré là. Non. On ne peut qu'être étonné de quelque chose qu'on n'a jamais vu. Mais nous sommes la première puissance armée francophone de la CEDEAO. Nous sommes la deuxième armée de la CEDEAO. Vous pensez en réalité que les images qu'on vous a montrées là, c'est ça qui impressionne la deuxième armée de la CEDEAO? Mais réfléchissons un peu quand même. On a voulu simplement montrer une situation aux gens. Parce que si on en parlait, les gens là, vous mentez, là, on n'a rien vu. Ils vous ont montré quelques éléments. Sinon, on a pris aussi des clés USB avec eux qui donnent des renseignements. IB Cacao, tu es dans le pain. Tu es mal dans le pain. Toi avec tes sbires, vous êtes mal dans le pain. Les clés USB là, ont beaucoup parlé. Ça là aussi, il faut qu'on te dise ça. Et ces attaques-là étaient prévues entre octobre et novembre. Et c'est un dénouement de ces attaques-là que vous avez vu le 9 au 10 octobre 2024, exactement à 23 h. Les conversations interceptées font état de la préparation d'une série d'attaques ciblées contre les communautés libanaises et des commerces détenus par des ressortissants burkinabés.
Tout ceci orchestré par des agents burkinabés et civils burkinabés qui devraient s'infiltrer en territoire ivoirien. Et la campagne qu'ils ont eu à mener contre les Libanais, ils savent que ils savaient que les Ivoiriens ne vont pas sortir pour aller attaquer les Libanais. Mais ils avaient prévu des fixeurs qui sont des agents de renseignement et qui sont préparés aux techniques de guérilla urbaine. Ils allaient s'attaquer aux Libanais, tuer des Libanais, violenter des Libanais, mais il y avait aussi des civils burkinabés. Est-ce que dans le même temps, vous n'aviez pas entendu qu'il fallait faire une levée de fonds? Est-ce que vous n'avez pas entendu Éclaireur dire ici que cette levée de fonds, c'était pour payer des gens qui étaient en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous me suivez correctement? Quand on a dit à un moment qu'il y avait des levées de fonds, est-ce que Éclaireur n'est pas sorti pour vous dire qu'en réalité, l'argent n'allait pas sortir en dehors de la Côte d'Ivoire, c'était pour payer certaines personnes? J'ai bien dit que c'était pour nourrir, payer certaines personnes. Mais c'était le fixeur. Ça veut dire que nous savions que vous étiez là. On savait que vous étiez là. On sait que vous devez manger. On connaissait vos hôtels. On sait où vous vous déplacez. Mais vous ne pouvez pas faire ça sans argent. Donc la quête qui devait être réalisée à l'ambassade du Burkina, c'était pour pouvoir satisfaire vos besoins sur le terrain. Si vous étiez intelligent, vous allez savoir qu'on savait que vous étiez là. Et donc, ceux-là, avec des civils burkinabés, ils allaient les payer pour s'attaquer à d'autres burkinabés en Côte d'Ivoire et aux Libanais. Parce que s'ils arrivaient à s'attaquer aux Libanais, il y a des burkinabés, comme ils se connaissent entre eux, ils vont aller attaquer d'autres burkinabés. Comme ça, on va dire, vous voyez, combien de fois la Côte d'Ivoire est devenue haineuse. Et c'est une attaque ciblée contre les Burkinabés et contre les Libanais. Vraiment, on n'en peut plus. Et qu'est-ce que ça aura comme conséquence? Ça aura un objectif double. Ça va s'aimer la division en Côte d'Ivoire et ça va faire porter la responsabilité de ces agressions au gouvernement ivoirien. Et comme ça, ça va provoquer une crise politique et sociale de grande ampleur. Voilà ce qu'ils recherchaient. Et vous savez, nous, on ne fait rien pour rien. Quand on allait dans leur ambassade là, on ne vous dit pas tout haut. On vous a dit simplement qu'on allait déposer papier. C'est ce qu'on pouvait vous dire. Demandez à ceux qui sont allés déposer, est-ce que depuis après, est-ce que les fanfaronnades d'Ibé n'ont pas diminué un peu? Parce que ce qu'on a dit là-bas, là, ils savent ce qu'on s'est dit là-bas. Et c'est pourquoi moi, ça me fait un peu mal quand des gens pensent que nous, on est là pour simplement être des cybergueulards. Il faut des hommes comme nous pour dire la vérité. Mais depuis qu'on est passé dans leur ambassade ici à Washington et puis à Abidjan là-bas, là, est-ce que leur fanfaronnade, là, les déclarations publiques, là, ça n'a pas cessé? Est-ce que ça n'a pas cessé ou même ça n'a pas diminué? C'est à vous-même de voir et de juger. Mais toujours est-il que lorsque les services de renseignement ont mis la main sur ces écoutes, l'analyse des communications révèle des discussions explicites entre les commanditaires et des hommes de main, évoquant la nécessité de frapper des cibles précises pour exacerber la haine et réveiller les vieilles rancœurs ethniques. Et donc, ils disent qu'il faut tout faire aujourd'hui pour exacerber les tensions. Et même lorsqu'ils disaient « les gens du Nord ne sont pas ivoiriens », c'est comme ça. Tout ça, c'est fait pour exacerber les tensions, créer les vieilles rancœurs, diviser la population à travers la haine, et puis maintenant opposer la population. Les stratèges de cette opération semblaient espérer une réaction en chaîne entraînant des représailles communautaires qui auraient fragilisé le tissu social ivoirien. Et donc, si leur plan marchait, ça allait être ce qu'on appelle la réaction de chaîne. Ça veut dire, ça allait être comme un château de cartes. Tout allait se renverser progressivement. On aurait vu un chaos politique. On aurait vu des forces de défense complètement dépassées par les événements. On aurait vu certaines populations qui se seraient levées pour pouvoir se venger. Et cher Gore, quand on vous dit qu'aujourd'hui, là, vous êtes dans quelque chose là, si vous vous amusez là, c'est mauvais pour vous là. Voilà, on est en train de vous dire,
Parce que si on vous attrape cette fois-ci, là, vous n'allez pas sortir vivant. La haine et la rancœur qui est là aujourd'hui, à cause de vos mauvaises actions là, même les ennemis le savent. Hein? Et donc, si vous tombez dans ce jeu qu'on vous prend là, ça va être très grave pour vous. Face à cette situation explosive, une fois le dossier bouclé et déposé sur la table, le gouvernement ivoirien a décidé de réagir avec fermeté. Donc, tout ce que je viens de vous dire, lorsque le gouvernement ivoirien a eu tous les tenants et les aboutissants, a eu tous les détails du dossier en main, c'est là que les choses deviennent intéressantes maintenant. Le gouvernement ivoirien a décidé de réagir. Et comment ils vont réagir? Ils ont appelé le chargé d'affaires de l'ambassade du Burkina Faso. Ils l'ont convoqué. Les autorités ivoiriennes ont convoqué. Ce dernier-là, il s'appelle Milogo. Ils l'ont convoqué. On dit, viens. Quand il est venu là, on dit, bon, voilà les faits. En outre, là, voilà les fixeurs qu'on a attrapés. Les agents de renseignement du Burkina qui étaient venus, voilà ce qu'ils ont dit. Voilà les vidéos, quand on les a interrogés, voilà ça. On lui a permis de regarder tout ça. Un à un. Et même, ils ont tout dit. En vidéo. Voilà ce qu'on devrait faire. Qui nous a envoyé? Pourquoi on est là? Voilà, ils ont tout dit. Et donc, ils lui ont dit, une série d'arrestations a eu lieu les jours qui ont suivi la marche du 13, empêchant de justesse la réalisation de certains de ces actes les plus violents prévus. Parce qu'on avait déjà arrêté les hommes les plus violents. Et c'est ce qui a permis qu'avant le 13, on puisse savoir ce qu'ils avaient planifié. Et donc voilà toute la vidéo, on te laisse regarder. Ça, si ce que je dis est faux, les autorités ivoiriennes peuvent mettre mon nom à l'aéroport. Est-ce que vous n'avez pas invité M. Milogo, le chargé des affaires de l'ambassade du Burkina, pour lui montrer les preuves fa? Si ce n'est pas vrai ce que je dis là, mettez mon nom à l'aéroport. Là, comme ça, là. Et puis mettez sur Internet pour m'avertir. Là, comme ça, le jour que je vais venir là, moi-même, je vais payer mes notes, tout, pour mettre dans mes pieds et puis mes bras pour dire que je suis arrivé. Mais les autorités ivoiriennes les ont mis devant les faits qu'ils ne pouvaient pas nier. Et on a même arrêté quelqu'un qui est un proche d'Ibé. C'est ce qui m'a étonné, M. Milogo. Ce dernier s'appelle Abbas Sorné. Abbas, A-B-A-S-S, et puis maintenant Sorné, S-O-R-N-E. Ça, c'est un gars sûr, même d'Ibé, même son... Je ne sais pas comment... C'est-à-dire que son gars sûr. C'est le gars sûr d'Ibé parce que c'est l'homme de main de Yabré. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un Yabré. Yabré, là, c'est lui qui est le chef des services de renseignement du Burkina. Donc là, quand on a dit... On a même attrapé Abbas Sorné. Milogo dit quoi? On dit ah oui. On a attrapé. Et voilà, il est là. Voilà la vidéo, on l'a. Ils ont compris que leur plan a pris un coup fatal. Parce que ça les relie directement à l'Agence nationale du Burkina de renseignement et à Ibrahim Kaka. Donc, quand on a montré ça, avec les images, pour dire, voilà, votre homme là, si tu veux là, cette vidéo, mais on peut te montrer même où il est. Il est dans notre main actuellement. Il s'est infiltré clandestinement sur les ordres du capitaine Oumarou Yabré, qui est le chef de l'Agence nationale de renseignement, le DST là, le voici, on l'a ici. Et non seulement on l'a pris, mais tous ses contacts et tous ses voyages qu'il avait effectués en Italie, avec les proches de Soro Guillaume là, on a eu toutes les transactions, voilà ça ici. Voilà la nébuleuse avec laquelle ils voulaient frapper et éventrer la Côte d'Ivoire. Avec tous les contacts qu'ils ont avec Soro Guillaume là. Quand on lui a donné pain beurré avec café là, il nous a tout ginseng. Voilà ça aussi. On ajoute ça pour te donner. Donc si c'est l'arrestation de Abbas Sorné qui t'étonne là, regarde encore les liens qu'il avait depuis l'Italie avec les gens de Soro Guillaume
pour éventrer la Côte d'Ivoire. Et en plus de cela, c'est le même Abbas Yabré qui nous a aussi donné les informations sur les camps d'entraînement que Soro Guillaume fait piloter à partir du Burkina. Il a un de ses anciens là-bas. C'est aussi Abbas Yabré qui nous a donné l'information. Si vous dites que c'est faux là, on peut te prendre toi-même là, pour aller où il est, tu vas lui poser les questions. Parce que Abbas Yabré, c'est lui qui a dit aussi que Soro Guillaume était présent lorsque Oumarou Yabré, le patron des services de renseignement burkinabé, lorsque Soro Guillaume était au Burkina, c'est là-bas qu'ils se sont rencontrés pour faire tous les plans là. Donc quand on a mis tout ça sur la table, et puis on dit voilà ça devant vous maintenant. Milogo, le chargé de mission du Burkina en Côte d'Ivoire, il appelle les autorités burkinabées et dit « Ah, c'est gâté. Ah, les autorités ivoiriennes, c'est qu'elles ont là, c'est du lourd. Vrai, on en fait comment ?» Ibé Kaka dit comme c'est comme ça, là, prenez vos bagages et puis rentrez. 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 Rentrez au Burkina Faso. Tous les diplomates en poste, rentrez rapidement. Voilà comment les autorités du Burkina ont fait rapatrier tous leurs diplomates en poste en Côte d'Ivoire. S'en est suivi des scénarios burkinabés sur le présumé complot dont a eu affaire le ministre de la Sécurité du Burkina Faso. Et donc, automatiquement, qu'est-ce qu'ils vont créer? C'est l'affaire que vous avez vue où ils disent que c'est la Côte d'Ivoire, le Bénin et puis le Ghana, qu'ils ont attrapé des gens, que le coup d'État devrait avoir lieu. C'est là qu'ils sont allés créer cette histoire-là. Une histoire qui ne tient même pas. Craignant une communication officielle du parquet d'Abidjan, cette posture du régime burkinabé avait pour seul but de brouiller les pistes et se présenter encore une fois comme une victime. Abidjan est resté calme, poursuivant ses investigations. Mais les autorités ivoiriennes ne se sont pas laissées distraire. Elles ont continué leur travail et elles continuent leur travail. Et on va vous démanteler et on va vous désorganiser, vous désosser méthodiquement, mais dans un silence qui va vous surprendre. Du côté burkinabé, les réactions sont contradictoires. Officiellement, les autorités nient toute implication dans le projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, mais les preuves accumulées contre elles sont difficiles à ignorer. Il ne suffit pas de dire non. On a tout ce qu'il faut comme preuve et on a ça en notre main. On a vos hommes en nos mains, mais on a plus même que ça, mais on vous attend. C'est de cela qu'il est question. Mesdames et messieurs, c'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. J'ai dit merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous les élèves de la classe. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Et surtout, merci infiniment à tous ceux qui nous suivent. J'espère que ce que nous avons fait va vous servir pour être plus conscient. Et ça doit permettre aux uns aux autres d'être ceux-là même qui vont collaborer avec les autorités de la Côte d'Ivoire pour donner les renseignements, pour donner. C'est pourquoi le lundi, vous avez vu, j'ai rendu hommage aux forces de défense et de sécurité. C'est parce que tout ce travail-là, on ne rend pas hommage. Et si vous avez suivi, j'ai dit qu'on ne rend pas hommage à des vauriens. Et donc, les forces de défense et de sécurité et les agents de renseignement de la Côte d'Ivoire sont là pour les Ivoiriens et font du grand travail. Et c'était pour nous, à notre modeste manière, de leur rendre vraiment témoignage et gratitude. Et vraiment, grand merci à tous ceux-là qui donnent leur vie chaque jour. Grand merci au président Ouattara, grand merci au ministre Tebeo, grand merci au ministre Vagondo. Même s'il y a une affaire de python entre lui et moi, on va régler ça en famille. Et grand merci à tout le commandement, sans oublier le général Chérif Ousmane, sans oublier le général Yeo, et sans oublier aussi tout le monde. Je ne sais pas s'il faut dire le colonel Koné Zakaria, pour moi il n'est pas un colonel, il est plus que ça, mais tout le monde, voilà. Parce que moi je vous vois plus que vos titres, vous êtes plus important pour nous que tous vos titres, parce que vous êtes des personnes concrètes. Vraiment nous saluons tous, avec tous les services de renseignement de la Côte d'Ivoire, et aussi tous nos partenaires qui nous aident à protéger la Côte d'Ivoire, mais surtout nos populations qui sont devenues aujourd'hui nos premiers agents de renseignement. Chère population, personne ne peut aller en prison ou on ne peut pas arrêter quelqu'un qui a donné un renseignement, même si c'est un faux renseignement.
On va vérifier et ça s'arrête à ça. Soyons tous des agents de renseignement. Et c'est ça qui va nous permettre de sauver notre pays, comme l'a fait les gens du Nord, pour pouvoir aider les autorités.